Je pense qu'il est fondamental que vous puissiez percevoir l'intérêt d'investir dans les crypto-monnaies. D'abord parce que c'est le marché le plus profitable de la décennie, puisque ça a 10 ans, et profitable de très loin. Ensuite, parce qu'on est dans une montée en charge de l'investissement durable, notamment avec les professionnels. Ensuite, parce que l'arithmétique nous montre que ce marché a encore une taille totalement ridicule et que les marchés de capitaux dans le monde sont bien plus importants. Quatrième sujet, l'aspect rareté et valeur par rapport aux monnaies papier. Je m'appelle Marc Gentilhomme, j'ai une trentaine d'années, voire même plus d'expérience comme consultant et formateur en banque et en assurance. Et puis j'ai été aussi pendant 15 ans conseiller financier pour des particuliers. J'ai appris un certain nombre de choses aussi, surtout par l'expérience des booms et puis l'expérience des crashs. Cette expérience, je la mets à votre service parce que je pense qu'un certain nombre de principes sont parfaitement transposables au secteur des crypto-monnaies. Cela dit, ce secteur a de grandes spécificités aussi, comme vous vous en doutez. Marché le plus profitable de la décennie et de loin, ça nous amène au pari que l'on fait, on appelle ça un pari asymétrique. Si vous avez choisi une bonne crypto-monnaie et que vous êtes patient, les gains sont tellement élevés que le pari en vaut la peine. Si vous avez par exemple 300 €, ce qui est une somme abordable, et que vous êtes prêt à vous dire « Tiens, ma vie ne change pas si je perds 300 €, vous pouvez les mettre sur les crypto-monnaies et en quelques années, voire quelques mois pour certaines, faire 10 fois cette somme. Ça n'est pas du racolage, c'est de la statistique. Et 10 fois cette somme, ça fait déjà 3000 €, ça permet de faire quelque chose. Ce petit schéma, c'est l'évolution du Bitcoin depuis sa création. Attention, l'échelle est logarithmique, c'est-à-dire que l'échelle n'est pas proportionnelle, elle est à chaque fois rabaissée de façon que tout tienne sur une feuille. Effectivement, en 2011, le Bitcoin valait péniblement 100 $ au plus haut, il a commencé à quelques dollars et nous en sommes à 65 000. Depuis 2016, le Bitcoin a crashé à de multiples reprises de façon absolument affolante et notamment comme vous le voyez en 2017. 12 fois au total, si j'inclus moins 54% plus la baisse que nous avons eue au mois de septembre. Ce qui est assez fabuleux, c'est qu'à part ces 12 crashs que la presse n'a pas manqué de relater, les 400 €, il serait devenu 60 000 quand même. Donc cette hausse assez fabuleuse, elle se fait avec à chaque fois des soubresauts spéculatifs terribles qui effraient tout le monde. Ils effraient d'autant tout le monde que, évidemment, les médias les relaient avec complaisance. En fait, il y a une preuve assez simple dans la vie. Lorsqu'une innovation est durable et qu'un secteur économique se développe, vous voyez des masses de capitaux professionnels se déverser dans ce secteur qui, de fait, augmente sa capacité de recherche et innovation et ça fait boule de neige. C'est ce qui est arrivé notamment pour Internet. Donc le fait que les professionnels s'y intéressent, je voudrais par exemple citer les professionnels de l'investissement qu'ils proposent à leurs clients pour leur épargne, notamment Fidelity Investissement, mais aussi BlackRock. Alors BlackRock a pris des positions récentes en expliquant que le Bitcoin était effectivement un excellent placement et que c'était quelque part l'or du XXIe siècle, qu'ils allaient d'ailleurs y investir. Ensuite, vous avez des entreprises qui sont voisines du monde du Bitcoin et notamment des entreprises de technologie de l'information comme MicroStrategy, mais un certain nombre d'autres. Des grands réseaux financiers, notamment des grands réseaux de paiement comme PayPal, et puis Square, par exemple, qui est une entreprise de Jacques Dorsey, qui est le PDG de Twitter, et puis récemment Mastercard, qui va permettre des transactions, des investissements, mais aussi des points de fidélité en crypto-monnaie. Et puis il y a le cas particulier de JP Morgan. Le patron de JP Morgan, Jamie Dimon, n'a pas cessé depuis 5 ou 6 ans de dire du mal du Bitcoin, tout en organisant ses services pour pouvoir effectivement proposer, ça c'est très récent, des services d'investissement en crypto-monnaie aux clientèles fortunées dont il a la charge. C'est toujours quelque part avec lui, mais avec d'autres, le faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ce marché est encore minuscule, mais donc il a un potentiel, je dirais, arithmétique de croissance, puisque lorsqu'on regarde le marché de l'or, il est 5 fois plus petit, et lorsqu'on regarde les marchés d'actions dans le monde, les bourses d'actions, on est dans un rapport de 1 à 50. Donc en fait, sur les marchés d'actions, si je prends uniquement le Bitcoin qui tourne autour de 1200 milliards de capitalisation, si on déplace 1% des 100 000 milliards de capitalisation boursière, ça fait augmenter le Bitcoin de 80%.
Le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, pas toutes, sont limitées en quantité. Il y a donc une quantité physique de Bitcoin qui sera de 21 millions d'unités. Et cette quantité physique limitée, elle est atteinte beaucoup plus vite que l'on ne pense, puisque dès 2030, 98% des bitcoins seront émis. Donc si vous voulez des bitcoins en 2030, il est possible que le prix ne soit pas tout à fait le même selon le jeu de l'offre et de la demande. Ça devient un placement alternatif. Alternatif à quoi? Aux fameuses monnaies fiduciaires dont je parlais tout à l'heure. Donc je vous ai remis quand même quelques petits schémas. Voilà ce que ça donne pour les pays de l'OCDE à gauche et au milieu pour la Banque centrale américaine. On voit l'envolée liée bien sûr à la crise financière de 2008 qui n'a jamais été réellement résolue et puis à la crise Covid et toute la suite. C'est une étude de Natixi qui parle de défiance vis-à-vis de la monnaie parce qu'à mesure qu'on en crée à partir de nulle part, la valeur de la monnaie pose question. Je rappelle aussi que côté dollar, depuis 2021, c'est-à-dire depuis cette année, il y a 20% de nouveaux dollars en circulation et depuis 2008, 80% de nouveaux dollars en circulation. Et puis je rappelle que le jeu des banques centrales pour soutenir justement l'économie, le secteur bancaire et pour peser sur le niveau des taux d'intérêt, eh bien, c'est de racheter toutes les dettes d'État. Et donc, les États peuvent s'endetter. C'est la Banque centrale européenne, par exemple, pour nous, qui rachète les dettes. Alors, évidemment, je ne manque pas de faire un petit parallèle visuel avec le cours du Bitcoin. Ça n'est qu'une coïncidence, mais il commence à y avoir des relations de cause à effet. Donc là, on a à nouveau un exemple d'étude de Natixis qui date de janvier de cette année. Et puis, depuis un certain nombre d'années, aux États-Unis mais ailleurs, on a préconisé le fait que pour soutenir l'économie, il fallait donner directement de l'argent aux particuliers. C'était l'hélicoptère-monnaie. Et cette hélicoptère-monnaie consistait à irriguer directement les gens. On a un premier exemple d'application en France depuis 2 semaines avec le gouvernement qui nous parle d'inflation sur son site. J'ai trouvé ça sur son site. Donc une indemnité de 100 € versée à 38 millions de Français, ce qui fera 3,8 milliards à trouver dans les caisses de l'État. Alors je vous rassure, nous ne les avons pas, mais cela va juste augmenter la dette de la France tant qu'un certain nombre de financeurs achètent notre dette et aussi la Banque centrale européenne, tout va bien. Allez voir mes vidéos parce que ça fait déjà plus d'1 an que je poste régulièrement des informations sur les déséquilibres financiers et ce que ça signifie pour votre patrimoine. Je ne suis pas un exclusif passionné du marché des crypto-monnaies, je cherche à comprendre les tendances générales de l'économie et de la finance. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure sur la création monétaire. Et je pense que face à cette création monétaire et à cette dévalorisation de nos monnaies, il y a bien d'autres choses à faire que les crypto-monnaies. Et notamment, lorsque vous aurez des gains importants, vous pouvez très bien les reconvertir dans ce que vous aimez le plus. Moi, je préconise entre autres les métaux précieux qui ont encore un potentiel de revalorisation très important et que je suis aussi avec les vagues d'Elliott, mes méthodes graphiques. Voilà, donc je préconise une vision durable et à moyen terme. Le moyen terme dans mon jargon, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et je pense qu'il est tout à fait possible de se constituer un portefeuille diversifié, stable mais pas figé, de crypto-monnaies qui vous donneront des performances relativement, voire même totalement exceptionnelles. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et je vous propose de continuer à suivre mes activités, mes analyses en rejoignant le lien suivant qui se trouve dans cette vidéo.